Aujourd'hui, à Pierre-de-Sorel en santé pour ses usagers, nous recevons la docteure Delphine Booth. Elle est psychiatre. Mais, d'entrée de jeu, en première partie, nous recevons Mme Martine Anger. Elle est infirmière clinicienne au Centre de santé de prévention du tabagisme et en santé sexuelle. Martine Anger, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière et clinicienne au Centre d'abandon du tabagisme et en santé sexuelle. C'est bien ça. Alors, oui. On va séparer l'entrevue en deux, si vous le voulez. On va commencer par parler de tabagisme. Oui. Est-ce qu'il y a encore des fumeurs dans Pierre-de-Sorel? Oui, il y a encore des fumeurs à Pierre-de-Sorel. Il y a des fumeurs... on est à peu près comme partout dans le Québec, là. Je vous dirais légèrement un peu plus ici dans la région que le reste de la Montérégie, mais c'est léger, là. C'est pas très... OK. Donc, on sait un peu plus. Est-ce qu'il y a des causes particulières? Bien, pas nécessairement. Vous savez, on a attribué le tabagisme, dans le fond, à plusieurs... c'est dans toutes les couches de la société, mais on s'est aperçu qu'avec le temps, les fumeurs avec un petit peu plus de vulnérabilité sociale fument un petit peu plus que ceux avec un niveau d'indice plus élevé, disons. Okay. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment de... Parlez-moi de votre démarche. Comment ça fonctionne? On se présente chez vous? Ou... Oui. En fait, d'abord, il faut savoir que c'est un service gratuit que nous offrons à la population. Okay. Ça fait partie d'un des programmes de santé publique du niveau du ministère le plus intéressant. Okay. Je parle pour ma paroisse, mais dans le fond, c'est que les gens ont gratuitement accès à un service pour les soutenir puis arrêter de fumer. Dans le fond, les gens, même s'ils ont juste un petit peu d'intérêt à cesser de fumer, ils peuvent venir nous rencontrer. Moi, dans le fond, mon but, c'est d'augmenter leur sentiment de confiance, leur sentiment de motivation pour être capable d'aller un petit peu plus loin, puis de passer d'une étape à l'autre pour finalement arrêter de fumer. Mais quelqu'un qui se présente là, concrêtement, là, oui. Moi-même, disons que comme fumeur, je me présente. Oui, c'est ça. En fait, on prend rendez-vous au CLSC, on appelle, on veut un rendez-vous pour quelqu'un pour aider à fumer. C'est ce qu'on demande. Les réceptionnistes nous envoient et moi, tout de suite, dans les 24 à 48 heures habituellement, je retourne l'appel et déjà, il y a un premier contact qui se fait. Okay. Plus on les prend tôt parce qu'on est déjà dans l'action. Puis après ça, bien, ensemble, on établit un plan, on se rencontre, on établit un plan selon ce que la personne, où elle est rendue aussi. Puis qu'est-ce qu'elle désire. Puis parfois, c'est pas la première fois ça fonctionne bien. Okay. Parfois, ça prend 2 ou 3 fois avant que ça soit la bonne fois, mais on y arrive. Est-ce qu'il est vrai que, fondamentalement, le seul critère pour arrêter de fumer, c'est la volonté de la personne elle-même d'arrêter de fumer? En fait, ça prend une volonté de base. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui, si vous venez de reculons, ça ne marche pas. Mais parfois, ils viennent, mais c'est juste parce que c'est le médecin qui l'a recommandé, mais ça ne leur tente pas. Bien, on est capable d'arriver à faire quelque chose avec ça. Okay. On va travailler sur le sentiment de confiance. Travailler sur le sentiment de confiance, donc la personne est capable. Est-ce qu'il y a une médication qui est associée ou c'est juste... Généralement, on recommande parce que c'est sûr que les symptômes de sevrage ils sont importants. Alors, la nicotine, vous savez que c'est la drogue la plus puissante. Elle est plus puissante que l'héroïne et la cocaïne. Alors, les personnes ont vraiment des symptômes de sevrage importants. Nous, on ne veut pas que ça arrive. Alors, on recommande, selon ce que les clients désirent, soit de la médication ou ce sont des thérapies de remplacement à nicotine comme des times, des patchs, des gommes. Là. Okay. Mais, et venir au centre d'abandon du tabac, déjà, ils doublent les réussites. OK, donc il y a déjà un cheminement qui a été effectué. Effectivement, ça, ils doublent leur chance. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est plus difficile d'abandonner le tabac que la cocaïne. Oui, mon cher monsieur. La dépendance. J'ai toujours pensé que c'était le contraire. Non, la dépendance psychologique est plus importante. Les gens, d'ailleurs, nous disent, ceux qui ont déjà abandonné la cocaïne ou l'héroïne, nous disent vraiment le tabac, c'est le plus difficile.
La nicotine, ça crée une dépendance extrêmement rapide. Vous savez que les jeunes, quand ils commencent à fumer, dans les premiers mois, quand ils ont commencé juste à essayer une touche ou deux, un mois après, ils sont déjà fumeurs. Alors, ils ont déjà une dépendance qui est installée. Ensuite de ça, bien, plus les années avancent, plus la dépendance est présente. Puis au cours des années aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des modifications. Les chimistes sont bien bons. Puis ils font des transformations au niveau des contenants de cigarettes. Alors, ils ajoutent des produits qui vont faire que la nicotine est absorbée encore plus rapidement, puis on est plus accro. Combien de monde qui viennent, qui fréquentent la clinique? Écoutez, nous, à Sorel, on a des... Moi, je fais de l'individuel. Okay. En Montérégie, on peut faire des groupes ou de l'individuel. Okay. Moi, je fais de l'individuel. Alors... c'est pas une question de volume. Non, c'est pas une question de volume. C'est sûr que moi, j'y prends un à la fois. Alors, c'est sûr que j'ai quand même... mais une bonne trentaine par année là, qui viennent pour se soutenir à l'abandon du tabac. Okay. Et aussi, on a une grande fierté, on a un groupe de soutien après qu'ils aient arrêté de fumer. Ça, c'est extraordinaire. Okay. La question qui tue, votre taux de réussite? Bien, je vous dirais probablement dans les 80 %. Ah bon? Félicitations. Mais merci. C'est pas moi qui fais le travail. Hein. C'est vraiment les gens un petit peu à la fois. Puis le fait, comme je viens de vous dire, qu'il y a un groupe de soutien après, puis qui participe, c'est incroyable ce que ça apporte. Là, le taux de soutien, le groupe de soutien, c'est des bénévoles? Oui, en fait, c'est parti de 3 madames avec qui on travaillait ensemble, qui avaient déjà arrêté depuis 1 an. Moi, je voyais 4 fois par année ces gens-là pour les motiver à continuer. Puis ensemble, on déterminait qu'à tous les mois, ils se rencontraient. Alors là, des fois, on est 15, 12, 15. C'est vraiment un groupe qui va venir. J'amène des nouvelles clientes ou des nouveaux clients. Puis on part avec ça, puis c'est vraiment intéressant. Avez-vous, je ne sais pas, des médecins avec vous? Ou Oui, on appelle ça des corridors de service si j'ai besoin. Par contre, parce que la prescription au niveau du Champis, qui est un médicament, je ne peux pas le prescrire. Je peux prescrire les thèmes, mais pas les médicaments. Alors, ça me prend un médecin qui va le faire s'ils n'ont pas de médecin de famille. Oui, on a un médecin. Puis si on a besoin, effectivement, on a toujours une porte d'entrée quelque part pour nous aider. Parce que quand quelqu'un cesse de fumer, ça bouleverse tout le système. Tout leur système de santé est bouleversé. Fait qu'ils ont vraiment, des fois, ça peut être parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Là, il faut tout réajuster la médication. Oui, c'est pas simple arrêter de fumer. C'est pas de mince tâche. C'est pas de mince tâche. Il y a des changements qui sortent à porter. Écoutez, on va aborder le second volet de votre intervention, la santé sexuelle. Oui. Hein, on vous écoute parce que c'est un vaste domaine. En fait, on est chanceux parce qu'à Sorel-Tracy, on est l'une des seules cliniques de santé sexuelle en Montérégie. On fait des jaloux incroyables. On a une équipe extraordinaire de 2 médecins, Dr Andréane Grégoire-Auger et Dr Jessica René, qui se sont impliqués pour faire une clinique, entre autres pour les femmes qui n'avaient pas de médecin de famille, parce qu'ils devaient faire des cytologies, les pap tests qu'on appelle, pas de médecin de famille, et on sait que le cancer du col est quand même en augmentation. Fait que plus on les dépiste tôt, mieux c'est. Alors, on a commencé avec ça. Puis après ça, bien la contraception, l'installation de stérilets. Alors, on a vraiment là, une équipe, là, toutes les semaines, les cliniques sont complètes. On a même là, une liste d'attente. OK, vous avez une liste d'attente. Ah oui, absolument. Puis ça décharge beaucoup les gynécologues, parce que les gynécologues, c'est pas leur spécialité d'aller faire des cytologies. Là. Les infirmières, on est capable de les faire. Les médecins, ils sont capables de les faire. Alors, eux autres, ils s'occupent à ce moment des spécialités, puis nous, on va décharger le système hospitalier à ce niveau-là. Quand vous dites ça, est-ce que vous êtes dans la prévention ou dans l'acte de soins? On est dans la prévention parce qu'on prévient les grossesses à risque. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas, parce qu'il y a de la contraception chez les jeunes, chez les adultes. On est dans la prévention des infections transmissibles sexuellement parce que avec les années, les couples plus âgés, parce qu'on a je fais une parenthèse, on a une clinique jeunesse pour nos jeunes de moins de 25 ans. Ils ont une clinique pour eux, mais les 25 ans et plus, il n'y en avait pas. Alors, eux, ils ont accès maintenant à une clinique pour faire du dépistage. Les nouveaux couples, on a beaucoup de séparations. Les couples n'étaient pas habitués de porter des condoms. Oups, là, une petite maladie qui s'installe. Fait qu'on travaille au niveau de la prévention. En termes de taux de maladies transmises sexuellement dans la région de Pierre-de-Sorel, on se compare comment? Même chose qu'au Québec. Alors, donc, on est des bons Québécois. Des bons Québécois. Chlamydia, gonorrhée en augmentation énormément, surtout la chlamydia, beaucoup, même chez nos adultes plus vieux. On a la syphilis dans la région, on a un petit peu de tout, le VIH, on les a toutes. Ah oui, on est... Chlamydia, c'est une maladie à déclaration obligatoire? Pardon, la chlamydia, oui. Chlamydia, gonorrhée, syphilis, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Alors, chaque fois qu'on a un cas,
on déclare. OK. J'en ai par déclaration 3 ou 4 par obligatoire. semaine. Qu'est-ce qu'on entend par déclaration obligatoire? En fait, c'est que le médecin ou la personne qui fait le test, les laboratoires doivent absolument déclarer à la santé publique parce qu'ils font de la surveillance. Okay. La surveillance de la maladie puis la surveillance de la médication qui est associée à ça. Parce que, comme la gonorrhée, si on regarde ça, qui est en augmentation, on a commencé à avoir de la résistance avec les antibiotiques. Et cette résistance-là amène que l'antibiotique ne fera plus effet un jour. Puis on a commencé vraiment à avoir des impacts. Alors, pour l'instant, il n'y aura pas de... Dans les prochaines années, il n'y aura pas d'antibiotiques pour traiter. C'est important de prévenir, de mettre le condom. C'est la seule façon. C'est la seule façon? C'est la seule façon de prévenir autant que possible. Oui. Mais quand on dit que chez les jeunes, c'est peut-être en perte de vitesse, l'utilisation du condom. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Bien non, c'est ça. C'est que moi, je leur demande à chaque fois, qu'est-ce qui fait que vous ne portez pas le condom? Bien, c'est souvent sous l'effet de l'alcool, des drogues, les parties, les raves. C'est souvent ça. Fait que c'est dans le feu de l'action. Fait qu'on travaille à essayer de préparer quand il y a le feu de l'action. C'est l'absence de conscience du risque? Oui. Puis, oui, effectivement, l'absence de conscience. Puis, ils me disent, c'est pas grave, c'est juste une chlamydia, ça se traite avec des antibiotiques. C'est ce que j'entends tout le temps. Mais un jour, on n'aura plus d'antibiotiques. OK, donc, parce que comme vous le mentionnez, l'antibiotique devient de plus en plus... Oui, il y a une fin de vie. Donc, il y a tout un acte de prévention à faire dans les écoles? Dans les écoles, chez les adultes, tout le monde doit travailler là-dessus. À quel âge? Mais à quel niveau scolaire? Bien, les cliniques jeunesse, on commence à 14 ans. Il y a des fois, c'est 13, 12, ça dépend, là, parce que là, à ce moment, ça prend le consentement des parents. Primaire. Mais pas loin. Mais les relations sexuelles sont, je ne dirais pas très jeunes, mais oui, effectivement, ils commencent assez tôt. Puis déjà, ils n'ont même pas eu l'information encore de cette... ils ont déjà des expériences de fait. Puis c'est pas rare d'entendre des jeunes. C'est sûr que moi, je suis dans le milieu, fait que j'entends beaucoup de choses, là. Mais c'est pas tous les jeunes, là, qui ont des relations sexuelles, là. Mais c'est pas rare d'entendre des jeunes dire qu'ils ont plusieurs partenaires sexuels, puis ils ont 15-16 ans. Fait que c'est le goût du risque. Oui. Pas à Ontario, mais on lisait récemment dans les journaux que chez les personnes âgées... Oui. Le taux de maladies sexuelles est en augmentation. Bien oui. En fait... Vous nous en parlez? C'est une surprise, je vous dirais. Oui, c'est ça. Bien, en fait, ce que je vous disais tantôt, c'est que les couples se séparent maintenant assez tard aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a un âge où soit monsieur ou madame ont le goût de recommencer à avoir des relations sexuelles, vont chercher des gens des fois un peu plus jeunes, ou est-ce que là, l'augmentation, l'incidence des chlamydia ou de la gonorrhée est plus élevée. Font aussi des expériences. Parfois, ça peut être l'orientation sexuelle qui était en arrière-plan puis qui change de... Il y a plein de facteurs qui font qu'effectivement, il y a des risques. Il y a plus de personnes âgées qui ont des infections transmissibles. Mais il me semble que vous devriez avoir plus de résonance et d'écho auprès de cette population-là, en termes de transmission. Non, ils me disent tout. Bien, si on n'était tellement pas habitués à ça, vous voulez dire par rapport à qu'est-ce qu'ils... Ils me disent tellement, je n'étais pas habituée à porter ça, puis ça ne m'est vraiment pas passé par la tête. Puis pourtant, je le dis à mon jeune. Bien oui, mais pour eux, c'est bon pour le jeune, mais pas pour eux, effectivement. Mais une fois qu'ils ont pris conscience, la plus belle, quand je me dis, Martine, vraiment, là, je viens de réaliser à quel point, parce qu'ils ont attrapé quelque chose, à quel point c'est important. Là. Puis oui, je vais utiliser le condom maintenant. Je dis tout le temps, sans condom, c'est non, puis c'est à peu près ce qu'on devrait négocier. Ça ne se négocie pas, le condom. OK. Donc, un des messages forts de l'entrevue, c'est... Ça ne se négocie pas, le condom. Sans condom, c'est non. Puis, c'est ça. Une fois que le couple est bien installé, que ça va bien, les tests sont faits, après ça, vous prenez des ententes. Chez nos jeunes, on ne le recommande pas parce qu'on leur dit une double protection, et pour la grossesse et pour les ITS. Mais chez nos adultes, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Une journée réussie pour Martine Anger, c'est quoi? Oh mon Dieu, une journée réussie? Bien, tantôt, je vous ai dit, quand quelqu'un me dit, Martine, ça fait plusieurs fois... J'ai arrêté de fumer, puis il me rend compte par hasard, ou j'ai eu un appel dernièrement, puis elle me dit, j'ai vraiment arrêté. Je suis vraiment contente d'avoir arrêté. Puis moi, je sais qu'est-ce que ça fait dans la vie, arrêter de fumer, pour quelqu'un, l'impact sur leur santé. Ça, là, c'est, pour moi, c'est vraiment une belle journée. Je suis contente. Vous êtes contente. Donc, deux messages fondamentaux. Arrêtez de fumer, puis mettez-vous des condoms. Bien, absolument. Quand ils font les deux, je suis très heureuse. C'est un beau message. Écoutez, Martine Anger, je vous remercie. Ça a passé tellement vite. Ça passe vite. Moi, je pourrais vous en parler, vous savez. Je vous remercie. Bien, ça me fait plaisir. Je vous remercie infiniment de votre passage à la Pierre de Sarenne en santé pour ses usagers. Ça va être une entrevue fort instructive. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Docteur Delphine Boutte, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre ici à l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy. La maladie mentale, on sait tous ce que c'est, mais pour le psychiatre, c'est quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie mentale, ça prend vraiment beaucoup de choses. De toute façon, la personne, en général, elle se sert de toute façon de son cerveau pour fonctionner dans tout, que ce soit son fonctionnement physique, son fonctionnement social, professionnel, relationnel. Donc, c'est bien complexe, bien important. Donc, mais on parle de la dépression, par exemple, oui, qui est la principale maladie mentale. Oui, on parle de la dépression, mais on peut aussi parler de maladies mentales beaucoup plus importantes, avec parfois des origines biochimiques, génétiques. Vous pouvez avoir des problèmes de maladies mentales réactionnelles, mais aussi des maladies mentales absolument pas réactionnelles, juste liées à finalement un fonctionnement biologique et psychopathologique. Donc quand vous êtes réactionnel, c'est en réaction à un événement de la vie. Un deuil, une séparation. Ou de façon innée, là, parce que bon, vous avez des prédispositions pour toutes sortes de bonnes raisons. Tout à fait. Donc on doit gérer toutes ces choses-là. Donc on a des patients vraiment, c'est comme vraiment très étendu, très large. Très large. Les patients qui viennent nous voir, on a toutes sortes de choses, c'est bien intéressant. Parce qu'il y a une différence entre les psychiatres et les psychologues. Oui. Un n'est pas l'autre. Tout à fait. C'est sûr que le psychiatre a fait des études de médecine, c'est un docteur en médecine. Il s'est spécialisé en psychiatrie par la suite, après son cursus de médecine. Donc il est capable de faire des prescriptions de médicaments, d'examens biologiques, de toutes sortes. Alors que le psychologue, il a fait des études de psychologie, il fait des psychothérapies, des bilans, mais il ne peut pas prescrire de médicaments, des choses comme ça. Donc, c'est un peu la grande différence entre les deux. C'est l'aspect médical. Tout à fait. Mais le psychiatre est quand même capable et est formé pour faire des psychothérapies aussi. Donc, on a comme les deux casquettes. Donc, vous pouvez faire des psychothérapies Tout à fait. en plus de l'exercice de la médecine. Puis, il faut le faire de toute façon. Les médicaments, c'est bien, mais il faut aussi offrir le soutien psychothérapeutique et puis pouvoir travailler des choses que les psychologues peuvent faire aussi à côté. Parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il y a trois aspects. Vous l'avez abordé brièvement, la biologie du cerveau, l'aspect psychologie de l'individu et l'aspect de la situation sociale. C'est ce que j'ai pu voir. Tout à fait. Vous, dans votre pratique, est-ce que c'est un équilibre des trois ou qu'est-ce que vous privilégiez? C'est quoi votre démarche? On ne peut pas privilégier. On a un individu en face de nous qui est en souffrance pour une raison X ou Y, que ce soit lié au contexte ou à quelque chose de plus médical, entre guillemets, psychopathologique. Et il faut qu'on prenne en compte tout ça, qu'on regarde un peu ce qui se passe, qu'on arrive à trouver un bon diagnostic pour pouvoir le traiter au mieux. La plupart du temps, les trois sont complètement intriqués. On ne peut pas dire qu'il y a une dominante dans... Non, vraiment. Bon, j'imagine que sur certains individus, il doit y avoir des dominantes quand même. Oui, mais même prenez par exemple la schizophrénie, qui est une maladie mentale vraiment d'origine génétique, héréditaire, biochimique. La schizophrénie peut très bien évoluer d'une façon ou d'une autre en fonction de la famille, du contexte, de la situation sociale de la personne. On est de toute façon obligé de prendre tout ça en compte. Est-ce qu'il y a un aspect équipe multidisciplinaire dans la psychiatrie? Oui, ça c'est vraiment très très intéressant. On travaille avec une équipe très riche, des éducateurs spécialisés, des travailleuses sociales, des infirmières spécialisées, des psychologues bien sûr, des orthopédagogues. Parce que je devance mon entrevue, on va sauter. Parce que j'ai lu à quelque part, pour une psychiatrie véritable du 21e siècle, garder en institution, ce n'est plus une option. Vous réagissez comment quand... C'est-à-dire garder quelqu'un hospitalisé. Garder quelqu'un hospitalisé. On fait des hospitalisations les plus courtes possibles. On essaye depuis vraiment un certain nombre d'années de maintenir le patient, même s'il a une maladie mentale grave, de le maintenir dans la communauté. Et l'équipe multidisciplinaire intervient vraiment beaucoup à ce niveau-là. C'est pas, là, puis vous m'excuserez, puis c'est pas une question tendancieuse, mais c'est pas une question de budget, là. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est parce que on a vu, notamment au 19e siècle, à l'époque où les gens étaient aliénés, entre guillemets, restés à l'hôpital psychiatrique,
l'évolution était vraiment mauvaise. Alors que dès qu'on a commencé à ouvrir les portes des anciens asiles psychiatriques, on s'est rendu compte que finalement, de prendre en charge la personne dans la communauté, ça se passait beaucoup mieux pour lui. Et l'évolution était beaucoup plus favorable. Donc garder, ce n'est pas une option, c'est une nécessité à un moment donné. C'est une nécessité si on a besoin de soins, on va dire, intensifs, aigus, aussi pour garder la sécurité de la personne en général envers lui-même. Il peut parfois avoir envie de se faire du mal, des choses comme ça. Sujet d'actualité, le cannabis. Delphine Booth, pour ou contre? Alors. Allons-y. Allons-y. C'est difficile de se prononcer. Ce que je peux dire aujourd'hui, je peux apporter un témoignage vraiment, à mon avis, très important pour les jeunes d'aujourd'hui. Actuellement, la majorité des jeunes gens que je suis obligée d'hospitaliser pour psychose, je dirais que la grande majorité de ces psychoses interviennent dans un contexte de consommation de drogue, y compris et en large partie une consommation de cannabis. Si vous avez quelqu'un qui a une certaine fragilité génétique et biochimique, cette personne peut très bien passer sa vie sans développer aucun épisode psychotique. Si cette personne-là fume du cannabis, même quelquefois, le cannabis est vraiment un facteur aggravant de décompensation psychotique de façon importante, extrêmement fréquente. La majorité des jeunes gens que j'hospitalise pour psychose, ils ont une origine ou un déclencheur. La décompensation a été liée à une consommation de substances et souvent de cannabis, parce que le cannabis est accessible. C'est mon avis. Donc, ce qu'on peut entendre, c'est, sans égard à votre position, vous seriez pour des aspects de prévention assez marqués. De prévention, d'information. Et d'éducation. Les jeunes gens ne sont pas informés. Les jeunes gens pensent que le cannabis peut les aider à dormir, à se détendre, ce qui est complètement faux. Vous avez comme un effet rebond du cannabis. Quand vous prenez du cannabis pour calmer, par exemple, une crise d'angoisse, le lendemain, l'angoisse apparaît encore plus massive que ce qu'elle était avant. C'est absolument pas efficace. Donc, la prévention, c'est de le cannabis, pour des problèmes psychologiques, même bénins, c'est délétère. Pourquoi vous êtes devenu psychiatre? Ça m'intrigue. C'est sûr que quand parce qu'il a devenu médecin avant. Oui. Mais quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était pour devenir psychiatre. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, le côté psychologique, le côté littéraire, le côté fonctionnement de l'humain m'intéressait énormément. Après, vous faites vos études de médecine, vous êtes intéressé par toutes sortes de choses de spécialité médicale, chirurgicale. Et puis finalement, j'y suis revenue sur le tard. Et je ne regrette jamais cette décision. Vous avez pratiqué entre les deux, c'est ça que je comprends? Pendant que vous êtes étudiant en médecine, vous avez des stages dans différentes spécialités médicales ou chirurgicales. Donc vous avez la possibilité de vraiment connaître vos spécialités puis de pouvoir faire un bon choix à la fin des études. Alors, puis vous êtes aussi musicienne, c'est ce que c'est. Alors, c'est quoi la place de la musique dans votre vie? Mais je pense que moi, ça m'aide beaucoup dans tout ce qui est peut-être ouverture et sensibilité par rapport à certaines choses. Et dans la relation avec l'autre, je trouve ça bien intéressant de pouvoir faire de la musique et puis de pouvoir avoir cette ouverture-là artistique. Donc ça vous aide, c'est quoi? Ça vous aide à décompresser, ça aide à... Aussi, ça c'est sur le plan personnel, mais même dans ma pratique, c'est bien intéressant de pouvoir avoir ce regard-là. Est-ce que vous savez de la musique dans différents traitements? J'aimerais tellement ça. Parce qu'on entend parler de musicothérapie. Oui. Allons prendre les budgets pour ça, c'est sûr que ça serait vraiment intéressant. Donc ça serait un champ que vous aimeriez développer si jamais ça... Oui. C'est sûr que je suis peut-être pas très objective sur ce plan-là, mais j'ai déjà vu des séances de musicothérapie dans d'autres contrées. C'est vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'on parle assez de maladies mentales au Québec? Pardon? Est-ce qu'on parle assez de maladies mentales au Québec? Quand même. Je trouve que le Québec est quand même plus ouvert que d'autres régions pour pouvoir parler de ça, poser un diagnostic, expliquer le diagnostic à la personne, alors que
Dans d'autres régions, c'est plus difficile, il y a beaucoup plus de tabous, plus de réticences. Ici, les gens, je trouve, finalement, acceptent assez bien. Vous parlez ici, dans la région Pierre-de-Sorel? Oui, Okay, mais donc. je pense aussi, parce que j'ai travaillé quelque temps à Charles-le-Moine, Okay. c'est quand même, ça se passe bien, je trouve, sur ce plan-là. OK. Donc, parce que la notion de tabou, parce que historiquement, on le sait. C'est ça qu'il y en a encore. Mais... Il y en a encore beaucoup, là, oui. on peut dire. Mais plus on informe, plus on prévient, ça se passe bien. Ouais. Okay. Information des familles, information des patients, ça se passe bien quand même. Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre pratique? Qu'est-ce que... La consommation de la drogue. Ah, la consommation, OK. OK. C'est sûr que si vous avez un patient qui ne consomme pas, vous pouvez toujours avoir l'heure juste de ses symptômes et pouvoir l'aider au maximum à 100%. Okay. Dès qu'il y a une consommation, il y a un biais qui est là, qui fait que on a du mal à vraiment évaluer de façon précise les symptômes, parce que la consommation peut modifier ces symptômes dans un sens ou dans un autre. J'aurais voulu vous demander la proportion de vos patients que vous traitez, dont la cause, c'est quoi, la moitié? Je pense, oui, quasiment. OK, donc... Surtout, je pense qu'à Sorel-Tracy, il y a un énorme problème de consommation de drogue. OK, vous dites qu'à Sorel-Tracy, il y a un énorme problème de consommation de drogue. Je trouve, par rapport à d'autres régions où j'ai pu travailler. OK, donc ça c'est un problème. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je suis arrivée dans la région il y a 6 ans. OK. C'est la chose qui m'a le plus marquée. OK. Quand je suis arrivée au niveau de ma pratique médicale. Ça, c'est intéressant. Ça pourrait même faire l'objet d'une autre entrevue. Oui. J'en ai des choses à dire là-dessus. Il y a des choses à dire là-dessus. Puis, une journée réussie pour Delphine Booth, c'est quoi? Une journée réussie, c'est un patient qui vient me voir au CLSC, à mon bureau, que j'ai dû hospitaliser à plusieurs reprises, qui était vraiment très, très souffrant, qui était réticent à être pris en charge, qui ne voulait pas prendre sa médication, qu'on arrive à aider, qu'on arrive vraiment à bien, bien améliorer et qui rentre dans mon bureau et qui me dit « Docteur, je ne vous croyais pas il y a 1 an, mais là, je vous crois. Là, je vous crois quand vous me disiez « Ça va aller, ça va aller. » C'est vrai, je me sens bien. Ça, c'est une bonne journée. Ah, le mot de la fin, Delphine Booth. Oui. Le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin? Il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin, la spécialité de santé mentale est complexe, difficile, mais on peut avoir des résultats tellement intéressants, tellement positifs, tout le temps. Il y a des résultats concrets à la problématique de santé mentale. Les résultats sont là, on peut toujours améliorer les choses, il y a toujours une solution, toujours. Écoutez, Dr Booth, merci. Merci à vous. Votre passage à Pierre-de-Sorel en santé pour ses usagers. Merci beaucoup. Merci beaucoup.